et aussi pour du coup la dernière communication de cet après-midi qui s'intéresse aux soignants, la question de l'hospitalité vis-à-vis enfin, par rapport au vécu des soignants et l'idéal des soignants mis à mal. Donc voilà, Philippe, tu as voulu aborder cette question et on en a parlé à deux, trois reprises dans le fil de cet après-midi. On va te laisser nous apporter ton éclairage sur ce thème. Partager, c'est bon? Voilà, c'est là. Voilà, et il faut mettre sur le diaporama. Voilà, le partage d'écran, c'est bon, je pense. Oui, allez, je te laisse la parole. Merci Perrine. Je vais mettre même un minuteur. 20 minutes. Voilà, donc merci de me donner la parole et de donner la parole à la commission éthique néphrologie. C'est une commission régionale et sur ce thème de l'idéal des soignants mis à mal, qui, à mon avis, parle à beaucoup de soignants. Alors après, comment l'expliquer? Bon, après avoir quand même euh, beaucoup réfléchi, hein, parce qu'on accepte de faire des topos et puis après on se retrouve devant la diapo blanche et il faut mettre quelque chose. Alors j'ai décidé finalement de vous présenter deux points. Le premier, c'est ma charge de travail est excessive, je n'arrive plus à m'occuper de mes patients, je peux être maltraitant, je suis épuisé. Et le deuxième point, c'est mes patients font ce qu'ils veulent, ce n'est pas normal, ils se mettent en danger et on les laisse faire. Alors, pour appuyer tout ça, bon, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis ces dernières années. J'en ai cité quelques-uns. Comment peut-on être médecin ou encore être médecin, soigner les soignants à l'épreuve de la crise hospitalière et sanitaire, entretenir ma vitalité d'aidant, le malaise des soignants, le travail sous pression à l'hôpital. Vous voyez que la littérature ne manque pas. Alors, je commence par une histoire sur le premier point. Valentine, aide-soignante. Donc, c'est tiré du livre Soigner les soignants. Valentine travaille en gériatrie depuis 2002. Elle aime son travail. Il y a 5 ans, elle a intégré une unité cognitivo-comportementale, qui s'occupe donc des patients Alzheimer. En 2002, il y avait une vraie dynamique, dit-elle. Et en 2020, on délaisse les patients et les soignants. On nous demande des ateliers thérapeutiques sans matériel. On a remplacé le panier repas du soignant par un pain et un fromage. On nous a imposé le travail en 12 heures qui m'épuise. On a l'impression que les accidents du travail augmentent. Nous sommes moins vigilants. On me refuse une formation considérée comme trop coûteuse pour une aide-soignante. Les temps de repos sont insuffisants. Voilà en vrac tout ce que raconte Valentine. Alors, ce cas est-il isolé? J'ai pris, pour essayer d'avoir une vue plus large, un questionnaire, un sondage qui a été fait par l'Ordre national infirmier en 2018. Il s'intitule Dépression, épuisement professionnel, mal-être. Quelle réalité au sein de la profession infirmière? C'est une étude qui a été faite auprès de membres inscrits au tableau dont l'adresse mail était disponible. Il y avait 200 000 adresses mail et il y a eu un taux de réponse pas forcément très important, mais quand même, ça fait réfléchir, hein. 18 000 infirmiers qui ont répondu. Alors, première question, temps de travail, vous arrive-t-il de travailler régulièrement ou fréquemment 12 heures ou plus par jour? 58% maintenant de ces infirmiers en sont là. Quels sont vos facteurs principaux de mal-être? La charge de travail arrive en tête, de très loin, 78%. Les violences et l'agressivité ambiante, 58%. Les aspects financiers, 51%. Les choix éthiques et déontologiques, 49%. La relation avec la hiérarchie, 46%. Les relations avec les collègues ou autres professionnels de santé, 46%. Les relations avec les patients ou usagers, 45%. Les relations avec les médecins, 45%, les relations avec les organismes de sécurité sociale, 27%, et la complexité technique des actes,
seulement 13% de facteurs de mal-être. Votre travail, le rythme et les conditions de votre travail a souvent des répercussions sur les aspects suivants. Votre vie familiale, 58%, votre vie sociale, 55%, votre santé, 45%, vos finances, 32%, votre efficacité professionnelle, 25% des cas, et votre consommation de substances, 11%. Voilà. Alors évidemment, il y a un retentissement personnel du rythme de travail, des conditions de travail, mais il y a aussi un retentissement sur l'efficacité professionnelle pour un quart des répondeurs. Voilà, moi, ça m'interpelle, parce que vous allez voir, tout ça se situe dans un contexte où tout le système se veut efficient, se veut performant. Et donc, un système qui altère l'efficacité professionnelle d'un quart de ses membres, ça pose question à mon sens. Alors, les signes de burn-out. Est-ce que vous avez des signes de burn-out et est-ce que c'est fréquent? Donc, je crois que c'est... Voilà. Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail, 43%. Je me sens fatigué lorsque je me lève le matin pour une journée de travail, 42%. Je me sens émotionnellement vidé par mon travail, 37%. J'envisage de cesser définitivement mon métier d'infirmier, 22%. Je sens que je craque à cause de mon travail, 18%. Je sens que je m'occupe de certaines personnes, patients ou élèves, de façon impersonnelle, comme si c'était des objets, 11%. À cause de mon travail, j'ai des idées suicidaires, 2%. Et le pourcentage de personnes qui ont ressenti très souvent un de tous ces symptômes énoncés au-dessus, c'est plus de 60%. Conséquences sur la santé. Avez-vous déjà consulté un psychiatre ou un psychologue en lien avec le travail, c'est 25%. Êtes-vous fumeur? 20%. Avez-vous renoncé à vous absenter pour maladie alors que votre état le justifiait au cours des 2 dernières années? 65%. Et si une plateforme d'écoute téléphonique anonyme assurée par des psychologues cliniciens existait, pourriez-vous y avoir recours? 32%. Comment en est-on arrivé là? Voilà, le constat, quand même, vous serez d'accord pour partager avec moi qu'il n'est pas très brillant. Et j'ai fait un peu comme Frédéric, un petit peu l'historique d'une autre manière sur le système de santé. Dans les années 1970-1980, on a voulu transformer l'hôpital en entreprise. C'était la politique de rentabilité, les méthodes managériales des entreprises. 1983, c'est le fameux programme de médicalisation des systèmes d'information, un très bel acronyme en référence à la première présentation, qui aboutira à la T2A, un autre acronyme, tarification à l'activité dans les années 2000. Année 1990, augmentation importante des dépenses de santé et essor de la contractualisation. Les hôpitaux doivent fonctionner sur un principe marchand. En 1996, les fameuses ordonnances Juppé créent l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. L'État prend la main sur le système de santé et dit, voilà, les dépenses doivent arriver à tel montant, pas plus. En 2000-2010, des restrictions budgétaires, l'application de la tarification à l'activité. 2002, c'est la réforme des 35 heures. La loi Hôpital 2007 supprime les services au profit des pôles, une certaine désincarnation, puisque les services finalement et les personnels qui travaillent dans les services deviennent interchangeables. Voilà, on peut être en chirurgie, puis après on va travailler en médecine. La loi HPST 2009 qui renforce le pouvoir du directeur et crée les agences régionales de santé. Les années 2010-2020, c'est là où on commence à beaucoup parler de la souffrance des soignants, la submersion des services d'urgence, les fermetures d'établissements, les suppressions de lits d'hospitalisation complète qui sont remplacés par des lits d'hôpitaux de jour ou d'hospitalisation à domicile. En janvier 2020, 1000 chefs de service démissionnent et revendiquent une revalorisation significative des salaires ainsi qu'un arrêt de la politique de restriction économique à l'égard des hôpitaux. Le bilan des 10 années précédentes, c'est de 2012 à 2022, les objectifs de dépenses médicales constamment revus à la baisse. De 2000 à 2022, 80 000 lits d'hospitalisation publique fermés,
25% du total. Et en 2022, les infirmiers français sont les plus mal payés parmi les pays européens. Donc une réelle crise du système de santé et des objectifs pour nous qui sont de ne pas accepter cette évolution. Des solutions. 2016, Marisol Touraine lance une stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail de l'ensemble des professionnels de santé. Prendre soin de ceux qui soignent. Vous allez dire ouf. Alors, qu'est-ce que c'est cette stratégie nationale? Bon, d'abord, il y a tout un constat qui est très intéressant, mais je vais passer parce que sinon, ça va nous prendre trop de temps. Et puis, il y a les solutions qui sont proposées par la ministre de la Santé. Voilà. Alors, en France, quand il y a un problème, on crée une mission nationale. On crée un observatoire, très important. On organise des médiations locales, régionales, nationales. On dit qu'il faut plus faire de formation. Donc, on va faire des formations qualité de vie au travail. On va intégrer la qualité de vie au travail dans les projets d'établissement. Voilà, donc, chers amis, des établissements de santé, quand même, occupez-vous un peu de la qualité de vie au travail, hein. Il faut améliorer l'attractivité du métier de médecin du travail. Ah, ça, c'est intéressant quand même. Mieux valoriser les suggestions liées au cycle de travail, les nuits, les week-ends. Ça aussi, très important. Mieux apprécier les moyens humains nécessaires au service. Voilà, ça, c'est quand même de nature peut-être à diminuer la charge de travail. Renforcer la sécurité, renforcer la communication et les échanges au sein des équipes, synchroniser les organisations de travail médicales et non médicales, faire des entretiens annuels pour chaque professionnel, redonner stabilité et visibilité en matière de planning. Apprenez à vous servir des logiciels de planning, messieurs et madame les cadres. Charte de l'accompagnement des pairs professionnels en cas de restructuration. Donc, c'est pas ne plus faire de restructuration, c'est accompagner les professionnels en cas de restructuration, tirer profit de l'expérience des cadres expérimentés, sous-entendu, il y en a de moins en moins, améliorer la sensibilisation et la détection des risques psychosociaux. Voilà, ça c'était la première partie, hein, c'est la souffrance globale des soignants. Et puis la deuxième partie, c'est une autre histoire qui est tirée vraiment du vécu de la commission néphrologie. Et là, donc, on a Madame A, 55 ans, qui est suivie pour une insuffisance rénale due à une hypertension. Cette insuffisance rénale s'aggrave et elle arrive au stade de la dialyse. Madame A est mise en dialyse avec un programme classique, 3 séances de 4 heures par semaine. Elle est initialement dialysée dans une unité lourde. Par la suite, elle est transférée dans une unité légère. Quelques semaines plus tard, Madame A refuse son programme de dialyse. Elle ne veut faire que 1 à 2 séances par semaine. Elle continue à uriner et estime qu'elle n'a pas vraiment d'insuffisance rénale. Le néphrologue de l'unité est très inquiet, il craint des complications et ne veut pas engager sa responsabilité. Il annonce à Madame A qu'il refuse de s'occuper d'elle. Par la suite, le médecin directeur rencontre Madame A, il lui explique qu'elle doit quitter l'unité légère et rejoindre l'unité lourde de l'hôpital. Madame A attend finalement une dizaine de jours avant de se rendre dans l'unité lourde. Cette histoire, si vous voulez, pour réfléchir sur l'évolution des relations entre les soignants et les patients. Euh, il y a eu, et Frédéric l'a très bien résumé, il y a eu une évolution vers une autonomie de plus en plus importante des patients. Et ça a culminé avec les lois Kouchner de 2002, que je vous ai citées ici. Toute personne prend avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Voilà. Donc je passe sur ça, je vous ai dit l'essentiel. Et donc, si vous voulez, cette loi sur l'autonomie des patients, ça représente des contraintes pour les soignants. Beaucoup de soignants encore aujourd'hui n'ont pas admis cette mutation de la relation soignant-patient qui oblige le soignant à écouter le patient. Le soignant a désormais l'obligation légale de justifier les soins et de recueillir le consentement du patient à ces soins. Alors, l'inconvénient,
c'est que ça nous prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que les médecins passent la moitié de leur temps à prouver qu'ils font du bon travail, qu'ils informent le patient des décisions, qu'ils préconisent dans son intérêt. Il faut remplir des dossiers, il faut remplir des formulaires, il faut faire signer des autorisations. Et finalement, le véritable soin, c'est seulement la moitié du temps. Voilà, ça c'est une vraie mutation qui induit de la souffrance, hein, parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Voilà. Une inégalité patient-soignant qui demeure. Et c'est un malaise. C'est un malaise. Cette loi Kouchner qui tente de rétablir un équilibre ne peut gommer le fait que la relation soignant-patient reste par nature inégale. Le soignant vit souvent comme une perte de temps l'impératif de l'information exhaustive du patient préalable à son consentement. Le soignant vit encore plus comme une perte de temps et de chance pour le patient les demandes de ce dernier de traitement non adaptés à son cas ou les refus de soins. Hein, par exemple, cette patiente qui devait faire 3 séances de dialyse par semaine, comme c'est recommandé par tous les livres de néphrologie, eh ben, elle voulait faire que 2 séances ou une séance. Voilà. Alors ça, bon, si on regarde la loi Kouchner, ben, on est à l'écoute du patient, c'est lui qui décide. Si on est dans la tête du soignant, on se dit, mince, le patient, là, il perd des chances. Et c'est une souffrance pour le soignant. L'écran n'est plus partagé. C'est les Chinois, ça, c'est Zoom. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est aussi dans la souffrance des soignants, le Zoom qui ne marche pas. Alors, une inquiétude malgré la loi. Une inquiétude malgré la loi, et ça, beaucoup de soignants sont gênés, hein. Le soignant ne peut faire face au refus de soins sans craindre les reproches ultérieurs de son patient ou de la société. Docteur, je ne voulais pas suivre votre traitement, vous m'avez laissé faire, et finalement, ça s'est mal passé pour moi, mais pourquoi vous n'avez pas insisté? Comment s'en sortir? Alors, sur la première partie, bon, le Ségur de la santé, voilà, il faut reconnaître, la revalorisation des salaires, financement de 4 lits à la demande, suppression du Copermo, bon, ça, ceux qui connaissent les hôpitaux savent ce que c'est, hein, c'est tous les systèmes de demande d'autorisation aux différents ministères pour obtenir l'argent pour, par exemple, moderniser la Timone, qui, pour ceux qui connaissent la Timone, en a bien besoin. Hein, voilà. Là, il faut demander l'autorisation à au moins 10 ministères pour obtenir 1 ou 2 euros. Hein, voilà. 6 milliards pour les EHPAD. Deuxièmement, la proposition de loi sur les ratios soignants par patient hospitalisé. C'est une proposition qui a été validée par la Commission des affaires sociales le 4 décembre 2024. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui dit pour 20 patients dans un service hospitalier, il faut tant d'infirmières. Donc la direction de l'hôpital décide une infirmière pour 20, ça suffira. Voilà. Nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est qu'il y ait une loi qui dise pour 20 patients, il faut 3 infirmières. Voilà. Il faut une infirmière pour 7 patients, par exemple, 8 patients. Voilà. Ça n'existe pas, sauf dans certains services, comme les réanimations. Enfin, la deuxième partie que j'ai abordée, c'est-à-dire l'autonomie des patients, qui pose problème parce que les soignants ne l'ont pas encore totalement intégré dans leur cerveau, dans leur pratique. Là, je m'appuie sur des articles de Frédéric Bizarre, qui est un économiste de la santé, qui dit, en fait, si on veut vraiment intégrer cette autonomie, il faut aller jusqu'au bout. Hein, c'est-à-dire il faut que l'ensemble de la population soit éduquée, apprenne à lire qu'est-ce que c'est que la santé, qu'est-ce que c'est que le fonctionnement du corps humain, qu'est-ce que c'est que les soins. Il faut qu'on soit tous, si on veut avoir vraiment une démocratie sanitaire, ou je ne sais plus quel terme tu as employé tout à l'heure,
démocratie en santé, eh bien, il faut que les acteurs, les individus soient capables de prendre des décisions et donc d'avoir des connaissances. Voilà. Donc, il faut aller jusqu'au bout de ce dans quoi on est engagé. Aujourd'hui, on est à moitié du chemin ou peut-être à 30% ou à 20% du chemin. C'est insuffisant et ça génère des conflits. Euh, Demain, il faut aller plus loin. Voilà, il faut que tout le monde s'empare de la problématique de la santé. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet éclairage, ces données un peu historiques, et puis sur le système de santé, effectivement, qui est pour certains de nous encore assez obscur. Et voilà, on a des repères. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle ou à distance qui veulent poser une question ou demander ou témoigner, je ne sais pas, sur ce thème-là? Effectivement, euh, tu avais voulu parler de cette question-là parce qu'en termes d'hospitalité, on l'a vu, hein, un soignant qui souffre, bah, il a peur de mal faire et souvent, effectivement, il fait mal et il est moins hospitalier. Voilà, il n'a pas l'énergie, la disponibilité d'esprit, la présence. Et donc, parfois, les discours d'hospitalité tombent à plat face à des gens qui sont à bout de nerfs, quoi. Euh, Merci beaucoup pour la présentation. Je reviendrai juste sur la fin, je veux dire, les propos de l'économiste étaient très intéressants. Et quelque chose qui revient beaucoup dans votre discours, c'est la situation de refus de soins qui met à mal finalement le soignant qui se retrouve dans une situation de conflit de valeurs. Où il est en tant que soignant, c'est dans son nom, c'est dans ce qu'il est, dans sa vocation, dans son métier, il est là pour soigner. Et quand il se retrouve face à quelqu'un qui lui refuse ce soin, parfois pour une raison bon, pas toujours légitime selon le soignant, c'est vrai que c'est très difficile. Alors, moi, je dirais plutôt, et je pense qu'on est dans cet espace éthique aussi pour cette raison-là, éduquer toute la population, tout le monde, bel idéal. Euh, mais les soignants, en tout cas, manquent cruellement de formation à ça, d'aide dans ces situations-là, parce qu'ils se retrouvent souvent dans ces situations qui sont très difficiles à vivre. Parfois, les commissions éthiques, enfin, il y a des cellules éthiques hein, qui sont créées quand il y a des situations délicates comme celle-là. Et finalement, valoriser les soignants, c'est aussi leur permettre d'accéder à des formations de qualité en éthique, leur permettre de faire face à ces situations et leur apprendre qu'il y a des ressources pour eux dans ces situations-là. Voilà. Ce n'était pas tant une question C'est qu'une parfait. poursuite. Merci de ce complément, cette intervention qui complète très bien mon propos. On en a un peu parlé en aparté. Je pense que la situation, pas forcément de refus de soins, mais d'adaptation du soin pour convenance personnelle, tout à l'heure on en parlait pour le fait religieux, mais pour convenance personnelle, c'est une question qui se pose de façon récurrente et qui va peut-être se poser de façon de plus en plus récurrente et qui, nous médecins, nous met en difficulté parce qu'on a été éduqués dans l'évidence médecine qui consiste à faire les protocoles tels qu'ils marchent et prendre un pas de recul et se demander s'il est légitime de ne pas faire le protocole tel qu'il devrait être fait. On est pris entre le fait d'accéder à la demande d'autonomie du patient et celui de mal faire. Voilà. C'est une démarche, je pense, qui a été un peu plus travaillée par les oncologues. Parce que je pense que les oncos, ils ont des protocoles de chimiothérapie, etc. Mais ils sont plus réceptifs à l'adaptation de la chimio. Enfin, il me semble. Et il me semble que ce qui nous manque, nous médecins, c'est d'avoir c'est ce que je disais, peut-être une formation à ça. Et puis surtout, le fait de savoir prendre du recul par rapport à la règle protocolaire, à l'evidence-based medicine, aux recommandations de niveau A qu'il faut absolument établir. Ça, on n'a pas appris à le faire. On ne sait pas comment il faut le gérer. Et je pense que ça, c'est une grosse source de difficulté pour les médecins. Oui, Merci. moi, je remercie Maud de ce commentaire. Et peut-être que effectivement, il faut qu'on fasse d'autres protocoles, des protocoles dégradés. Alors, on les appellera pas dégradés parce que c'est péjoratif, mais peut-être que nos équipes seraient plus à l'aise si on avait un protocole A, le complet, le protocole B intermédiaire, le protocole C minimaliste,
Et le protocole C, D, accompagnement, quoi. Peut-être qu'il faut aller vers ça parce que on est quand même dans des structures et on a besoin, voilà, on est éduqué comme ça. Ouais. Alors, professeur Brunet, en tout cas, merci d'avoir présenté le côté infirmier dans le soin, parce que c'est quelque chose qui m'est cher. Donc, en tout cas, merci de Présentez-vous, relever. Stéphanie. Voilà. Donc, Vous ne pouvez pas vous présenter? alors, pardon, je suis Stéphanie Robe, directrice de soins infirmiers d'un centre de dialyse privé. Voilà. Et qui siège à la commission éthique avec le professeur Brunet. Donc voilà, enfin, en tout cas, merci, parce que j'ai travaillé également de nombreuses années avec vous. Donc voilà, c'est vrai, c'est une réalité. Et la perte de sens, moi aussi, des métiers, qui peut être mettre en difficulté les équipes. Et c'est vrai qu'aussi cette petite notion de perte de sens. Et il faut, pour rappel, un autre petit point, on nous demande, notamment les instances et sur tout ce qui est manuel de certification, le bon soin au bon patient. Le bon soin, donc déjà, il faut bien travailler, on nous le demande, hein, il faut bien soigner au bon patient. Et le patient doit être bon aussi, hein, donc il faut qu'il suive son protocole. Donc ça nous montre bien que des fois, nos directives ne sont pas forcément sur les attendus. Voilà, après, il y a des logiques de soins, évidemment, des protocoles qui doivent être adaptés. Et un quatrième petit point sur la dialyse, notamment la dialyse incrémentale qui existe. Et après, il y a des protocoles de dialyse peut-être excrémentale, justement pour pouvoir avoir Pas des joli. pistes, pour pouvoir évaluer des protocoles acceptés, adaptés, en tout cas qu'on doit pouvoir proposer aussi pour des patients qui ne sont pas prêts aussi à accepter ce qu'on leur demande officiellement, et selon les recommandations et qu'on doit adapter aussi avec eux. Voilà. Oui, finalement, on se rejoint, hein. On est un peu sur les mêmes idées de formaliser un petit peu la prise en charge de ces patients qui ne sont pas standards, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on arrive au terme de notre après-midi avec ce parcours très riche. Je remercie vraiment les commissions, les groupes de travail de l'espace éthique parce qu'à chaque année, on leur demande, enfin, chaque année, on redemande le même exercice, à savoir que vous avez vos travaux dans votre coin, voilà, sur les sujets qui vous intéressent et que vous décidez par vous-même. Et puis, une fois par an, on vous propose un thème. Et voilà, il faut que tout le monde accepte ce thème, de jouer le jeu, d'essayer de tirer des fils, tant bien que mal par rapport à cette thématique. Et il me semble que cette année, c'était bien. C'était intéressant. La question de l'hospitalité, elle a été déclinée de différentes façons avec voilà, ce souci d'essayer de voir comment, à différents niveaux et dans les préoccupations de chacun, un hôpital où la préoccupation éthique serait aussi une préoccupation de meilleur accueil, de meilleure hospitalité. Donc, on se donne rendez-vous l'an prochain, un format équivalent, et je compte encore sur vous, sur votre présence, sur votre participation. Merci à ceux qui nous ont suivis de loin, à distance, et puis merci surtout à ceux qui étaient là.